La géopolitique est-elle logique ou imprévisible? Nous avons eu l'occasion dans les rendez-vous de la géopolitique de revenir sur des sujets d'actualité brûlants où les logiques de confrontation prenaient le dessus. Je pense par exemple à la guerre en Ukraine. Il est aujourd'hui nécessaire de faire un retour en arrière pour avoir une démarche peut-être plus conceptuelle et d'un angle de réflexion sur la question et la nature des relations et de la géopolitique. La géopolitique a-t-elle vocation à prévoir, à analyser ce qui va survenir dans l'avenir, c'est-à-dire une logique prospective, ou bien est-elle condamnée à suivre et à subir les événements et donc à ne pas pouvoir anticiper ce qui serait de l'ordre de la stratégie ou de la logique? C'est cette question que nous allons nous poser aujourd'hui, mais pour ce faire, nous allons appliquer cette situation à un cas concret. Nous allons faire de l'histoire appliquée, en somme, à travers le Saint-Empire romain germanique. Cette question, bien sûr, sera étudiée avec Fabrice Ravel, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme je l'ai dit en introduction, on revient plus à un rapport structurel à la géopolitique, à savoir quelle est la nature de la géopolitique. On va développer l'exemple du Saint-Empire romain germanique. Alors le terme même, je suis sûr pour nos auditeurs, laisse circonspect, on ne sait plus très bien à quoi ça renvoie. Et c'est vrai qu'en termes de mode d'organisation ou d'institution, on peut être quelque peu perdu, c'est complexe, ça peut nous laisser perplexes, et quand on regarde vraiment l'organisation concrète, on peut se demander si ce n'est pas parfaitement imprévisible et illogique ce qui se trouve là-dedans. Oui, c'est vrai que notre problématique consiste bien à essayer de mettre en place une démarche. Vous avez raison de souligner, je pense que c'est important de s'interroger sur finalement quel est l'objet réel de la géopolitique. Est-ce qu'on s'inscrit simplement dans l'observation de faits tels qu'ils se sont déroulés, ce qui peut déjà être satisfaisant, mais ce qui est un peu frustrant, ou est-ce qu'au-delà de ça, il y a un certain nombre d'enseignements qu'il est possible d'emmagasiner au gré de l'histoire, de faire de l'histoire appliquée et justement faire de la prospective. Donc là, on voit bien d'ailleurs à l'énoncé de cette question qu'elle est cruciale ou fondamentale, surtout dans une période où on voit bien que les tensions et les conflits ont l'air de revenir. Et là, le Saint-Empire romain germanique me semble l'exemple le plus opportun, parce que pour dire clairement les choses, il y a un certain nombre de paramètres qu'on va s'efforcer de décliner ici, qui nous laisse spontanément à penser qu'on a affaire à quelque chose de totalement illogique, non rationnel, à une sorte d'incongruité géopolitique. On serait presque tenté de dire d'ailleurs un objet géopolitique non identifié, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que recouvre ce vocable? Alors en plus, quand on l'étudie, ce dont on se rend compte, c'est que par exemple, si on prend les deux derniers mots, romain et germanique, là, on aurait déjà presque envie de spontanément se dire il faudrait savoir, il est romain ou il est germanique. Et alors en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que comme on va s'en rendre compte par la suite, il naît 5 siècles après la disparition de l'Empire romain. Et Rome n'a jamais été sa capitale. Donc là, on se retrouve encore dans une surprise supplémentaire. Quant à la notion de germanité, on se rend compte surtout dans la première période de cet empire qu'en réalité, loin d'être uniquement réduit à des territoires de langue allemande, il s'étendait beaucoup plus loin sur des territoires dont les langues étaient multiples. On peut penser à la Bohème, on peut même penser à des territoires de langue francophone ou des territoires italiens. Donc là, on se rend compte spontanément qu'on a déjà en plus 2 termes qui conjugués laissent perplexe, dont chacun d'entre eux paraît pas spontanément opportun par rapport à ce qu'on est en train de décrire. Et puis alors, si on s'arrête au terme de saint, ce qui est assez paradoxal, comme le souligne d'ailleurs Francis Rapp, qui est un universitaire réputé, dans un ouvrage qu'il a dédié au Saint-Empire romain germanique, d'Othon Ier à Charles Quint, son introduction nous laisse assez désemparés parce que dès la page 2 de son introduction, il attire l'attention sur le fait qu'on ne sait pas vraiment si c'est une institution, on ne sait pas vraiment ce que c'est, qu'il a l'air de sous-entendre que c'est parce que les logiques n'ont pas l'air d'être évidentes à mettre en place. Et dès la première page de son introduction, il s'interpelle en se disant qu'il est très inquiet à l'idée que les lecteurs vont découvrir un ensemble de logiques qui paraît très complexe ou qui vont laisser à penser que le sujet est assez déplaisant. On avouera d'ailleurs qu'on a rarement vu une introduction assez aussi paradoxale pour entamer un livre. Donc on sent bien là déjà, rien que sur la dénomination sur l'intitulé, qu'on a effectivement affaire à quelque chose de non habituel, serait-on tenté de dire. Alors après, si on prolonge notre raisonnement, il y a un deuxième point qui ne peut que corroborer ce qu'on est en train de souligner, c'est les institutions. Parce que là, le terme qu'on n'a pas encore évoqué, c'est empire. Donc j'imagine que certains de nos étudiants, de nos auditeurs se rapprochent à ce moment-là, bon, alors au moins il y a un empereur, donc au moins il y a une sorte d'autorité centrale ou une figure tutélaire qui dirige tout ça, ce qui doit au moins simplifier l'approche. Et en réalité, quand on l'observe, pas du tout. Parce que ça n'est qu'un titre honorifique,
Bon, alors en plus, on se rend compte que l'empereur n'est pas héréditaire, parce qu'il est élu. C'est assez intéressant dans la tradition germanique telle qu'on va l'amener à la mettre en place. Donc on va aller de surprise en surprise pour dire clairement les choses. Alors certes, parce qu'on va se rendre compte que le temps est très long, il y a des moments des dynasties qui vont s'installer, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des princes électeurs dont la mission principale consiste à élire l'empereur, dont normalement le nombre va être autour de 7. Parmi ceux-là, il y en a certains qui sont plutôt des princes politiques et d'autres qui sont plutôt des représentants de l'Église catholique. Donc on a en plus affaire à du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et puis au-delà de ces princes électeurs, il y a une centaine de princes dits impériaux, dont les attributions consisteraient à diriger certains des territoires, mais dont on se rend compte que la liberté d'action est telle qu'on a l'impression qu'on s'inscrit dans une sorte, si on utilise un terme moderne, de fédéralisme large, mais en réalité, il est même tellement large qu'on se demande si le pouvoir se dissout pas plus que finalement, il arrive à s'organiser. Donc là, on se rend compte déjà que ça a l'air assez complexe, sans oublier qu'en plus, je m'en voudrais de ne pas préciser qu'il y a des seigneuries, qu'il y a des comtés, qu'il y a des archevêchés, qu'il y a des évêchés, qu'il y a des bailliages, qu'il y a des ordres de chevalerie. Donc là, alors en plus, on se rend compte qu'il y a une multiplication d'ordres et que pour finir, il y a même des villes libres. On en compte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle plus de 50, excusez du peu, et que pour tenter de trouver une organisation ou un minimum de raisonnement dans tout ça, on a créé ce qu'on appelle des cercles qui regroupent un certain nombre de territoires. Donc là, finalement, on n'est pas non plus très rassuré par l'organisation telle qu'on est en train de la décrire. Et alors, il y a un dernier point qui achèvera de nous convaincre que l'ensemble, a priori, paraît tout sauf rationnel, c'est les territoires que ça englobe. Parce qu'alors là, Olivier, déjà, certains se sont efforcés de dresser une liste, parce qu'on en est là quand même. Et alors, apparemment, les territoires sur lesquels l'empereur aurait eu, à un moment ou à un autre, une autorité directe, serait supérieur à 533, sans compter les seigneuries, les fiefs ou les sous-fiefs qui seraient indirectement dirigés par lui, mais véritablement dirigés donc par des nobles ou des aristocrates, ce qui montrerait la totalité des territoires que dirigerait le Saint-Empire romain germanique à 1800. Donc là, on est tout d'un coup saisi de vertige, d'autant plus qu'il faut préciser que certains territoires, au gré des guerres, des décès et des conflits dynastiques ou des héritages, rentrent ou sortent dans le Saint-Empire romain germanique, qu'en plus, évidemment, il y a des guerres qui contribuent à changer les frontières, que certains territoires ne sont compris dans cet empire qu'en partie. On pensera aux possessions des chevaliers teutoniques qui font en partie du Saint-Empire romain germanique. Et là, quand tout d'un coup, certains d'entre nous curieux se précipitent sur une carte du Saint-Empire romain germanique et qu'on cherche à embrasser ou à appréhender la totalité de ces territoires sur la carte, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est là aussi surpris par une sorte, de fourmillement d'États. D'autant plus les superficies varient énormément, à peu près de l'échelle d'une région telle qu'on y est habitué à l'heure actuelle, à certains États qui font pas plus d'une dizaine de kilomètres carrés. Alors en plus, il y en a certains qui sont enchevêtrés les uns dans les autres. Il y en a certains qui sont même enclavés dans d'autres. Et c'est assez formidable que de constater que, en plus, il y a certains noms d'États qui sont tellement longs ou qui sont inversement proportionnels à la taille réduite de l'État qu'on n'arrive même pas à les inscrire sur la carte. Ce qui veut dire que pour les retrouver, il faut suivre un numéro qui est appliqué sur la carte, qu'on retrouve dans un tableau de légende qui est au moins aussi grande que celle-ci sur la droite et dans laquelle la déclinaison nous laisse à penser qu'on aura du mal à la terminer. Alors d'ailleurs, il y a un certain nombre de territoires qui quand même nous sont un peu plus familiers. Je pense à la Bavière, je pense à la Saxe, je pense au Wurtemberg. On peut peut-être imaginer aussi que le Liechtenstein ou que le Brunswick ou que le Palatinat évoquent des choses pour nous. Mais quand on va un peu plus loin, j'ai le sentiment que pour corroborer à notre surprise et à notre impression un petit peu d'irrationalité, les territoires dont on commence à appréhender les noms nous sortent peu à peu la réalité. Et il faut être honnête, nous rapproche plus de Game of Thrones ou du Seigneur des Anneaux quand on découvre des cartes d'Uchronie sur lesquelles, au fur et à mesure où les personnages évoluent, on découvre des territoires dont chacun des noms ont l'air plus exotiques les uns que les autres. Il faut être hesse-Kassel, le Hesse-Darmstadt
on a le duché de Fürstensberg, on a le comté d'Isenberg, on a le comté aussi du Berg, on a le duché de Clèves, on a le duché de Juli, on a la principauté de Nassau, et puis on a la principauté aussi d'Anhalt-Dessau, à ne pas confondre avec le comté d'Anhalt, parce qu'en plus, il y a à peu près 12 entités politiques qui portent le nom d'Anhalt. Il y a la ville libre d'Elsingen, et puis il y a la principauté de Bérauth. Bon, je crois que je vais laisser nos auditeurs poursuivre cette liste, dont on a bien compris que là, elle nous emmène dans quelque chose d'assez inhabituel, et que peut-être pour synthétiser l'approche telle qu'on est en train de faire, il convient de se rappeler les propos du Premier ministre de Grande-Bretagne au milieu du 19e siècle, Palmerston, tels qu'ils sont rappelés d'ailleurs par Lothar Gall, qui a fait une biographie magnifique sur Bismarck. Alors évidemment, je m'empresse de préciser que les événements sont postérieurs au Saint-Empire romain germanique, puisque c'est le conflit sur le Schleswig-Holstein, encore une autre région, 58 ans plus tard, mais dont on voit bien que les ramifications sont liées avec ce qu'on est en train de dire. D'ailleurs, dans tous les sens du terme, c'est une logique de succession, parce qu'en fait, le problème, c'est la succession de ces duchés, et le problème, c'est qu'il y a une telle succession de traités, de contradictions, d'héritages, de contestations, qu'à un moment, Lord Palmerston dira à l'un de ses confidents, en réalité, les choses sont aussi complexes qu'on peut s'interroger s'il y a quelqu'un qui comprend la totalité des ramifications de ce qui est en train de se passer. A priori, c'est là où ça ne manque pas de piquant. Seuls 3 hommes comprenaient ce qui se passait. L'un est mort, l'autre est devenu fou, et le 3e ne se rappelle plus de rien. Je crois qu'à l'énoncé de ce qu'on vient de dire, il apparaît assez clairement, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme-là, que le Saint-Empire romain germanique n'apparaît pas comme spontanément rationnel. On va essayer d'être le 4e homme, si vous le voulez bien, Fabrice, mais vous êtes arrivé à nous convaincre, je pense, de la complexité de cette situation, qui fait qu'on a du mal même à parler d'organisation ou d'institution. Et peut-être qu'on en a encore plus de mal à parler de puissance quand on voit la complexité, le côté dissous du tissu et du pouvoir, c'est assez sidérant. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit encore, ce qu'on a omis de dire, c'est que, évidemment, comme toute organisation ou institution, elle est prise dans un contexte historique. Il y a des événements, elle doit faire face à des événements qui peuvent être parfois dramatiques ou destructeurs. Et là, on aurait pu penser que le Saint-Empire romain germanique serait mis en échec. Oui, et alors c'est là où on va avoir une grande surprise, parce que je pense que certains de nos auditeurs, quand même, sans doute, on arrive exactement à la proposition contraire de celle qu'on semble esquisser. C'est un grand classique. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que le Saint-Empire romain germanique a duré longtemps. Non seulement il a duré longtemps, mais il a duré très très longtemps. Parce que si on considère la date que les historiens s'accordent à considérer, le 2 février 962, avec le couronnement d'Otto Ier à Rome, excusez du peu, donc voilà où il va commencer à y avoir un lien, c'est 962 jusqu'au 6 août 1806. Donc on a affaire à une entité politique, appelons-la comme ça si vous voulez bien, qui va durer plus de 8 siècles. Et là, spontanément, on est bien obligé de considérer qu'elle a dû être beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus logique que ce qu'on a pu penser là, parce qu'en réalité, il est impossible d'imaginer que quelque chose qui serait aussi incongru puisse durer aussi longtemps. D'ailleurs, là, il y a un auteur qui nous amène sur une réflexion, parce que je vous prie de croire que là, la difficulté va évidemment consister à comprendre qu'il va falloir remettre le Saint-Empire romain germanique dans son contexte, et que c'est parce que, en réalité, il est en forte désadéquation avec les notions de la géopolitique actuelle qu'il nous met dans une posture un peu de personnes désemparées. Mais en réalité, on va comprendre qu'il est beaucoup plus rationnel. Parce que là, quand on prend un ouvrage de M. Bogdan qui s'appelle « Les Trois Reichs », ce qui est assez intéressant dans l'ouvrage, c'est d'aller se répertorier vers la table des matières. Parce qu'on voit bien que Henri Bogdan se propose d'étudier les Trois Reichs, mais celui dont la sonorité nous est malheureusement la plus familière, il va le traiter à peu près sur une 40aine de pages. Le second Reich allemand, qui serait celui du 18 janvier 1871 au 11 novembre 1918, pour faire simple, il va le traiter sur 73 pages. Mais le Saint-Empire romain germanique, il va le traiter sur 223 pages. Donc, à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on se rend compte que les 2/3 de l'ouvrage, c'est le Saint-Empire romain germanique. Donc, à la fois sur des logiques historiques et sur ce qu'on voit maintenant sur les travaux qui sont faits par des historiens qui s'intéressent aux relations internationales, on voit bien que là, il y a une pesanteur qui est énorme. Et ce qui est assez intéressant à souligner de surcroît, c'est d'autant plus remarquable
que le Saint-Empire romain germanique va être confronté à des défis extraordinaires, à des dangers très importants, et que donc en plus, on eût pu comprendre que sa durée s'inscrive beaucoup moins dans le temps, de par les périls auxquels il a été confronté. Alors on en citera quelques-uns si vous voulez bien. Il y a la réforme, évidemment, de Martin Luther, mais qui, dans ce contexte-là, va avoir des effets géopolitiques, même si c'est pas forcément ce que Luther cherchait, par ailleurs, mais redoutables, parce qu'il y a toute une partie, on voit bien des territoires qui vont choisir de rester fidèles au catholicisme, et à contrario, il y a toute une partie des territoires, alors en plus souvent pour des raisons politiques d'ailleurs, qui vont choisir de basculer dans le protestantisme, soit pour gagner en émancipation, ou en liberté politique, ou pour au contraire créer une autre faction au sein de l'Empire. Donc là, ça va en plus créer des divisions et des oppositions très importantes. Et puis, il y a la guerre de 30 ans. Là aussi, Henri Bogdan y a consacré, c'est un des plus grands spécialistes de l'Europe centrale et de l'Europe germanique, c'est un brillant universitaire, un ouvrage, 1618-1648. Et pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe, on considère que c'est l'un des plus grands chocs négatifs démographiques dans la région sur les 10 ou 12 siècles. C'est-à-dire qu'en gros, on estime que le nombre de morts est au moins autant équivalent à celui de la Grande Peste, et on considère que ça avoisine à peu près la moitié de la population. Donc là, il y a eu un combat terrible. Et donc on voit bien, à travers ce qu'on est en train de dire, quand même, qu'en plus, c'est un empire qui a été secoué par énormément de guerres et de menaces, sans oublier de surcroît qu'il n'a pas forcément que des voisins qui sont, pétris de bonnes intentions. Je pense notamment au Royaume de France ou à la Suède, dont on oublie trop souvent que dans cette période-là, elle était une grande puissance géopolitique, dont on voit bien qu'ils doivent lorgner d'autant plus sur le Saint-Empire romain germanique que de rêver, que d'en arracher un certain nombre de territoires dont on avait bien vu que c'est plus facile de par leur éclectisme. Donc quand on voit tout ça, on a déjà un premier enseignement géopolitique, c'est que quand on a une institution, un État, une organisation internationale qui est en place comme celle-là, finalement, il faut énormément de coups brutaux, terribles et répétés pour que cette institution s'écroule. Car, rappelons-le, finalement, le Saint-Empire romain germanique ne sera terminé ou ne verra sa fin que le 6 août 1806. Donc on est là pratiquement sur plus de 800 ans. Et il y a forcément des facteurs de rationalité qui expliquent qu'il ait pu durer aussi longtemps. Oui, comme vous l'avez souligné, le temps historique crée une distorsion et nous fait oublier les causes géopolitiques qui avaient présidé à la naissance ou à la constitution d'une institution comme celle-ci, mais ça pourrait être une autre institution. Donc est-ce qu'on pourrait revenir sur les facteurs qui pourraient expliquer la rationalité, la logique derrière le Saint-Empire romain germanique? Il y a, me semble-t-il, 2 points qui sont très très importants tout d'abord à mettre en évidence et qui nous projeteront après peut-être aussi sur une grille de lecture complémentaire. D'abord, on est un peu désarçonné, il faut être honnête, par un énoncé d'autant de territoires, dont on a bien compris qu'en plus les intitulés recouvrent des réalités politiques qui sont très différentes. Mais finalement, à l'époque, c'est presque, j'ai envie de dire, la norme. Car même un État comme la France, je crois qu'avec l'Angleterre, c'est les 2 États qui se constituent le plus rapidement, pour différentes raisons d'ailleurs, autour d'un pouvoir central. Il y a 2 figures emblématiques. On pense à Louis XI, on peut penser aussi évidemment plus tard à Louis XIV. Et il n'en reste pas moins vrai que même en France, pendant très longtemps, on va avoir un duché de Bretagne, on va avoir un comté de Provence, et puis on va avoir les duchés de Bourgogne qu'on a évoqués d'ailleurs dans notre séance qui était dédiée à faut-il être téméraire en géopolitique. Et donc même sur ces territoires-là, ce qui serait a priori selon nos propres yeux modernes, plus empreint de rationalité, on a quand même ces césures-là. Donc ça, c'est important à rappeler parce que ça remet aussi les choses en perspective. C'est-à-dire que c'est pas si illogique que ça à l'époque. C'est d'autant plus important à rappeler que si on regarde bien, ce Saint-Empire romain germanique se crée au Xe siècle. Et en fait, il répond à une attente. Et c'est là où ça devient totalement rationnel. Parce que on se retrouve un peu dans une démarche identique que celle qu'on a évoquée à propos de l'Italie d'ailleurs. Et cette remarque et cette démarche identique, quelle est-elle? À mon sens, elle est au moins triple. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, évidemment, il y a une nostalgie. Et c'est intéressant de voir qu'il y a même une nostalgie presque à rebond ou à rebours, si vous me permettez, parce que, en fait, depuis la chute de l'Empire romain en 476, on est sur une implosion complète de toutes les autorités politiques. On voit bien que, en réalité, il y a un tas d'autorités politiques locales qui sont en train d'apparaître partout, que le pouvoir central romain s'est affaissé.
que d'ailleurs il y a eu un retour momentané avec Charlemagne, qui à un moment, et à la fois dans un esprit carolingien et dans un esprit romain, le Regnum et l'Impernium, réunit ça et redonne l'espoir de l'unité. Et puis tout d'un coup, tout ça, c'est le traité de Verdun, le premier traité de Verdun du IXe siècle. Il y a une répartition entre 3 territoires, et avec en plus les invasions vikings. Quand on lit les textes des moines à l'époque, il y a une vraie frustration, une vraie nostalgie de se dire, mais quand allons-nous retrouver une autorité ? Parce qu'en fait, on est dans le désordre complet. On est dans une anarchie internationale avec des combats permanents, à la fois de menaces extérieures, mais surtout entre les potentats locaux. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc, il y a une désespérance de dire, non, est-ce qu'il va y avoir une tutelle qui va au moins réussir à conjuguer toutes ces démarches belliqueuses? Et puis, il y a une autre dimension, parce que dans l'Imperium romain, il y avait ça aussi. Il y a la nostalgie aussi d'un ordre accordé aux citoyens pour les protéger aussi de pouvoirs abusifs à leur encontre. Donc, c'est pas juste géopolitique, c'était aussi politique. Et là, on voit bien que l'Empire romain laisse, on va dire, un vide. Et puis, il y a la démarche spirituelle. Parce que depuis Constantin et le début du IVe siècle, en fait, tout d'un coup, il y a la conjugaison. Ça, c'est très, très important et c'est trop oublié aujourd'hui. Il y a la conjugaison du temporel et du spirituel. Et tout d'un coup, on comprend le nom de cet empire parce qu'en réalité, il s'agit de recréer la dynamique de l'Empire romain qui conjuguait à la fois un ordre civil, si vous me permettez ce terme, un ordre international et un ordre religieux qui était en fait dans la main d'un seul. D'où les velléités des empereurs du Saint-Empire romain germanique d'à la fois être la puissance tutélaire au niveau politique, mais d'être la puissance religieuse, ce qui va expliquer des combats sans fin entre la papauté, qui, elle, évidemment, ne veut surtout pas perdre son primat en termes de pouvoir spirituel, d'autant plus qu'elle prétend aussi avoir du pouvoir politique et temporel. Et là, on va avoir certainement l'un des moments les plus dramatiques ou les plus heurtés, avec Frédéric II de Hohenstaufen au début du XIIIe siècle. D'ailleurs, excusez peu, il va être excommunié. Donc là, en plus, on est avec un empereur du Saint-Empire romain germanique qui part en croisade, mais qui est quand même excommunié. Donc, on voit bien que là, en fait, ce qu'il faut absolument intégrer, c'est que le Saint-Empire romain germanique répond totalement à une attente dans l'inconscient et dans le contexte géopolitique de l'époque. Ce qui nous permet, sur un troisième point, de comprendre pourquoi, au bout d'un moment, il y a une sorte de déconnexion. C'est parce que, en fait, sur les 300-400 premières années, il s'insère totalement dans le contexte, ce qui permet de mieux comprendre à quel point il résiste. Mais après, évidemment, au fur et à mesure, j'ai envie de dire avec la Renaissance et puis l'émergence de nouveaux concepts politiques, là, tout d'un coup, il semble de plus en plus s'ankyloser et de plus en plus être étranger au monde qui l'entoure, parce qu'en réalité, il ne correspond plus du tout au contexte tel qu'il est en train de se dessiner. Donc on a vraiment un déclin qui est en train de s'amorcer. On serait en train de considérer vers le milieu du XVIIe siècle, puis ensuite qui va forcément s'accélérer jusqu'à la Révolution, alors en plus française de 1689, qui amène avec la République. Et donc là, on voit bien qu'on est sur des idées radicalement différentes. Donc ce passage-là me paraît très important, parce qu'en réalité, il faut toujours remettre une situation géopolitique dans son contexte. Et là, très souvent, on se rend compte, Olivier, qu'elle est beaucoup plus rationnelle que ce qu'on pense, parce qu'elle est directement liée au contexte. Ce qui va être étonnant peut-être pour nos auditeurs, c'est de se rendre compte que même une fois disparu, le Saint-Empire romain germanique paraîtra finalement plus rationnel que ce qu'on aurait pu penser. Oui, et puis le parallèle a tout lieu d'être dressé entre l'Empire romain et le Saint-Empire romain germanique. Vous disiez que le vide qu'a laissé l'Empire romain a duré des siècles et des siècles. Le Saint-Empire romain germanique, en s'effondrant, laisse un vide, un manque, une absence qu'aucune institution ou aucune organisation ne parviendra tout à fait à combler. Or, la nature a horreur du vide. Et là, paradoxalement, ça permet de démontrer l'importance et la rationalité qu'il y avait derrière. C'est exactement ça. C'est la défaite des Austro-Russes à Austerlitz le 2 décembre 1805, et puis c'est la défaite de l'effondrement de la Prusse en 1806 qui fait rentrer les forces françaises sur les territoires allemands. Donc en fait, c'est les incroyables victoires françaises successives de 1805 à 1806 qui font écrouler le Saint-Empire romain germanique. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on prête un propos à Napoléon qui, en gros, aurait consisté à dire les Allemands, alors rappelons-les ainsi pour simplifier, parce que là, en plus, on se rend bien compte qu'il y a plus des Prussiens, des Badois, des Saxons que des Allemands. Les Allemands sont divisés, laissons-les. Mais je pense que ça a dû paraître tellement,
incroyable et insupportable aux esprits rationnels français de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, qu'on voit bien que Napoléon n'a pas pu s'empêcher quand même de tout organiser. Alors évidemment, pour suivre ses velléités politiques ou géopolitiques, mais qui fait la Confédération du Rhin. On le voit bien dans un ouvrage d'Alain Pijard, l'Allemagne de Napoléon, la Confédération du Rhin. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la Confédération du Rhin, il y a encore 39 États. Et donc là, vous pourriez reprendre une liste. En plus, dans certains États, il y a un rassemblement de 3 ou 4 principautés. Donc, ça prouve bien qu'on cherche à remanier, mais qu'il y a une sorte, comment dire, en filigrane ou en souvenir d'une organisation qui s'appelle une confédération. Finalement, on va faire une confédération germanique, qui elle aussi regroupe 39 États, jusqu'à peu près 1866. Et la date de 1866 est importante, puisque là, il y a la victoire de la Prusse sur l'Autriche. Et en fait, on a une confédération de l'Allemagne du Nord qui regroupe 22 États. Mais alors là, il y a une petite nuance quand même. C'est que c'est des États qui parlent tous allemand et dont on sent qu'ils sont très proches de la Prusse. Donc là, on sent bien quand même qu'il est en train de se passer quelque chose. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les Français, en venant apporter leur code civil, leur organisation territoriale, finalement, ils ont contribué peut-être plus qu'imaginer à faire monter une sève géopolitique. Ils ont fait monter un sentiment qui était peut-être là, ou préexistant. Alors, a-t-il été créé, ou les Français ont-ils seulement contribué à créer une sorte de sentiment nationalement qui, par définition, ne pouvait pas exister avant, eu égard à tout ce qu'on est en train de décrire. C'est très important par rapport à la suite de la géopolitique. Et donc, on voit bien que ça va monter en puissance. D'ailleurs, le discours du philosophe Fichte à Berlin, le discours à la nation allemande, ça aussi, c'est une sorte d'objet géopolitique non identifié, parce qu'on se demande bien à qui il parle. Il n'y a jamais eu une nation allemande. Ça, c'est très surprenant pour des étudiants. Il n'y a jamais de nation allemande avant. Elle arrive très, très tard. Finalement, on est en train de s'en rendre compte. Et donc, en fait, c'est à la fois la volonté de résistance aux Français et puis le mode de pensée ou le concept français avec l'organisation qui va ramener ça. On voit bien ça dans les soubresauts des révolutions de 1848 aussi, où finalement, il y a tout un moment où les révolutionnaires proposent la couronne d'Allemagne au roi de Prusse. Donc là, il y a la recherche d'une logique de substitution. Et on voit bien que le Saint-Empire romain germanique était peut-être d'ailleurs beaucoup plus rationnel qu'il n'y paraissait, pas parce qu'on a beaucoup de mal à trouver quelque chose qui se substitue spontanément à lui. Mais j'ai presque envie de dire, on peut se demander si là, avec l'effondrement du Saint-Empire romain germanique, si vous me permettez de faire une analogie, on n'a pas réveillé des forces telluriques qui sont en train de surgir tel un volcan en train de se réveiller et en train de mettre une dynamique en place parce qu'elle n'était pas encore totalement consciente. Et là, on sent bien que le nationalisme allemand est en train de bouillonner et de partir à la recherche de qu'est-ce que pourraient être les futures institutions ou la future configuration de l'État. Donc, en fait, on se rend bien compte que tout ça est beaucoup plus logique et beaucoup plus rationnel que ce qu'on aurait pu penser, car on peut s'interroger sur quel eût pu être l'avenir si le Saint-Empire romain germanique, finalement, avait été gardé peu ou prou dans une configuration initiale. Oui, et là, on voit se dessiner un monde qui nous est beaucoup plus familier et qui va nous amener jusqu'au XXe siècle et les drames que l'on connaît, les puissances qu'on connaît aussi, la Russie, je pense à elle, je pense à la France, à l'Angleterre aussi, qui vont être des puissances qui vont chercher à agréger autour d'elles des forces, ce que faisait le Saint-Empire romain germanique. Oui, et alors avec la disparition du Saint-Empire romain germanique, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut s'interroger sur le fait peut-être que les diplomates n'ont pas assez perçu, de manière rationnelle, qu'il était relativement inévitable que quelques puissances parmi les plus importantes du défunt Saint-Empire romain germanique, finalement sous couvert de vouloir reprendre ses oripeaux ou son autorité, se sont servis de ce vide pour se substituer à lui et essayer de reprendre sa puissance, mais qui, elle, va être centralisée sur des bases nationales. On aurait pu penser que ce serait l'Autriche qui spontanément se mette dans ce rôle-là. D'abord parce qu'elle a pendant très longtemps une histoire, une légitimité très très importante. Alors a fortiori dans le cadre du Saint-Empire romain germanique. Mais on se rend bien compte que de par la constitution de ces populations, l'Autriche est construite sur des démarches multiconfessionnelles, multinationales,
Elle ne correspondait pas du tout à tout d'un coup une sorte d'élan vital, comme dirait Bergson, qui est en train de naître en Allemagne. Et c'est là où tout d'un coup, un État beaucoup plus jeune, mais qui a commencé à gagner énormément en aura, en puissance, et qui en plus peut se targuer d'avoir eu comme monarque un roi qui a particulièrement marqué les esprits peu de temps auparavant, va jouer un rôle fondamental. Ce monarque, d'ailleurs, Olivier, est considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands tacticiens, l'un des plus grands stratèges, et à la fois un diplomate et un politique très averti. On peut se demander si l'étude de ce monarque ne serait pas indispensable dans la continuité de nos stratèges précédents, parce qu'en réalité, on voit bien que la géopolitique est très rationnelle, et que c'est en étudiant les grands stratèges que peut-être on se familiarise davantage et on se facilite l'accès à une capacité à construire une perspective en géopolitique. Je laisse nos auditeurs deviner qui se cache derrière ce monarque qui a joué ce rôle. Je vous remercie, Fabrice, d'avoir été le 4e homme, puisque le premier a été frappé par la mort, le second par l'amnésie, et le 3e par la folie. Vous nous avez éclairé sur le Saint-Empire romain germanique, je vous en remercie. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.